Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast qui met la lumière sur la trésorerie et les trésoriers. Je suis Jean-François Galéa et je serai votre hôte tout au long de cette émission. Forecast, c'est à chaque épisode une rencontre avec un professionnel de la trésorerie inspirant qui partage sa vision du métier, au présent comme au futur. Ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent, enfin pas souvent, mais de temps en temps, des dépassements de budget. Donc ça, il faut que le trésorier soit au courant parce qu'en réalité, il y a un budget qui va être alloué et qui est financé par la banque, mais s'il y a un dépassement de budget, il ne va pas nécessairement être financé par la banque. Donc ça, il faut qu'il pioche dans les réserves, il pioche sur du BFR qu'il a un peu provisionné. Dans l'audiovisuel, il faut savoir qu'à peu près, peut-être 15-20% du budget sera alloué à la pub. Moi, je prends un exemple, sur un film de 100 millions d'euros, si vous faites moins de 15 ou 20 millions d'euros de pub, le film ne marchera pas. Et particulièrement aux États-Unis où vous avez un grand pays, si vous avez un budget de pub qui est faible, et moins de 15 millions, 20 millions sur un budget de 100 millions, c'est faible, ça va pas marcher. Et étant donné que tout l'enjeu, c'est de vendre le film et que c'est très important que le film fonctionne, notamment en salle, il faut mettre de l'argent dedans. Or, les banques, en général, ne financent pas la pub. Donc il faut le piocher dans le BFR, il faut le piocher dans les réserves, et ça, c'est quelque chose qu'on doit anticiper. Et même presque négocier en réalité, parce que les opérationnels veulent toujours plus, évidemment, dépenser, et la trésorerie doit être un peu... celui-là qui dirige et qui dit non mais attendez, moi j'ai pas assez de cash pour ça, ou alors oui, peut-être dans un mois ou deux quand on aura récupéré d'autres créances. C'est ce genre de choses là qu'il faut aussi communiquer avec les opérationnels. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Romain Boulevet. Romain a toujours été trésorier, mais a exercé dans des secteurs d'activité très différents. Matières premières, audiovisuel, agroalimentaire ou hôtellerie. Bref, rien à voir. Avec lui, nous allons parler financement et surtout comment il a adapté son approche du financement à chacun des groupes dans lesquels il a exercé. Forecast, épisode 15, c'est parti. Bonjour Romain. Bonjour Jean-François. Comment vas-tu ? Bien, et toi comment vas-tu ? Très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Peut-être pourrais-tu commencer par te présenter avant qu'on aborde le sujet d'aujourd'hui ? Oui, alors moi j'ai fait une école de commerce, donc j'ai fini en 2011, et entre-temps j'ai fait donc à peu près 11 ans d'expérience en trésorerie dans différents milieux et dans différents lieux. J'ai fait Lille, Luxembourg où je suis aujourd'hui, je suis passé par Paris et Genève. Donc 11 ans de trésorerie dans 4 entreprises différentes. Et dans des secteurs d'activité très différents, et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'avec toi, on va prendre un sujet qui est le financement, mais on va le regarder sous différents prismes, différents secteurs d'activité, pour voir justement quels sont les impacts que l'activité opérationnelle elle-même de la société peut avoir sur les problématiques de financement. Donc, Oui, je te coupe juste. En effet, je crois que c'est important aussi dans une carrière, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté ton interview, que de montrer aussi aux plus jeunes quelles sont les opportunités de vie qu'on peut avoir dans une carrière. Moi, il se trouve que la trésorerie, c'est pas un milieu qui était très connu en école de commerce, que j'ai connu un peu sur le tard. C'est un peu comme, tu sais, ce qu'on dit vis-à-vis du grec kairos, qui dit on prend l'opportunité où elle est en fait, lorsqu'elle arrive. Et ben moi, c'était un peu ça, c'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité d'arriver en trésorerie dans un grand groupe en 2011, et après j'ai suivi ça tout au long de ma carrière. Et là, c'est vrai, quand tu m'as proposé l'opportunité, je me suis dit, est-ce que la photo de ma carrière, qui pour l'instant est une jeune carrière de 11 ans, n'est pas plus importante que les pixels, entre guillemets, qui la composent, et donc qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus et qu'est-ce qu'on peut en effet composer là-dessus. Ouais, exactement. Et puis aussi de voir aussi et d'illustrer que le métier trésorier, c'est un métier pluriel et dont l'expérience d'une entreprise à l'autre peut être assez différent, ou du moins revêtir un certain nombre de spécificités. Donc peut-être on peut revenir sur les différents secteurs qu'on va aborder. Donc toi, tu as travaillé dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine des matières premières, de l'audiovisuel et aussi de l'hôtellerie. On va les aborder un par un. Peut-être commencer donc par l'agroalimentaire. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà dans un premier temps le contexte opérationnel dans lequel tu travaillais avant de rentrer dans la partie trésorerie financement? Oui, alors c'était une entreprise qui est cotée en bourse, donc qui est dans le nord de la France. Une trésorerie assez large, puisque à l'époque on était une demi-douzaine, centrée sur la France, mais qui est une entreprise qui fait beaucoup de développement, qui est sur plus d'un continent, parce qu'ils étaient à l'époque sur 3 continents, et donc en fait développe beaucoup de problématiques de trésorerie, donc sur du long terme et pour des financements d'acquisition, et sur des problématiques de BFR. Donc voilà, une vraie belle entreprise familiale qui est là depuis longtemps, et avec des gens qui aiment l'entreprise.
D'accord. Et en termes d'activité, en fait, quelles sont les particularités sur le secteur agroalimentaire? Par quoi est-ce que l'activité est le plus impactée? Alors la vraie problématique de ce type d'entreprise, c'est une entreprise saisonnière. C'est-à-dire que, grosso modo, ils font les récoltes à peu près au printemps et ensuite tout au long de l'année, on va vendre les récoltes, même si c'est une entreprise qui fait des conserves et des surgelés, donc on peut évidemment stocker. Mais on aura des gros paiements de fournisseurs, sur lorsqu'on va, semer, plutôt à la fin de l'année et ensuite on sera cash riche, plutôt au Mmh. printemps. C'est pour ça qu'il y a des grosses problématiques de saison et de BFR et c'est là qu'intervient en fait tout le pouvoir du trésorier de rassurer la direction financière de l'entreprise, de dire que lorsqu'on est cash riche, on essaie de placer l'argent, au mieux, sachant qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas à cause des taux négatifs, mais à l'époque ça l'était un peu mieux, quand j'y étais et quand il y a plus de problématiques de payer les fournisseurs et on est un peu dans le creux de la vague, on a des financements qui nous permettent de tirer. Je pense aux cessions de créances, je pense à des RCF. Il y a évidemment des découvertes bancaires qu'on négocie avec les banques, avec toutes les banques d'ailleurs, que ce soit des banques françaises, allemandes, belges et même américaines, toutes les banques dans tous les pays. Voilà, c'est toute une organisation à avoir pour essayer de montrer qu'on a une vraie force de frappe et que même s'il y a comment dire, quelque chose qui arrive, il y a une acquisition, ça sera sur le long terme, donc on va faire un nouveau financement, mais qu'en termes de BFR, on a l'opportunité de tirer sur beaucoup d'instruments et qui nous permettent de jamais être en difficulté financière. Et globalement, donc là, tu parlais de saisonnalité, mais est-ce que chaque année, en fait, s'aborde de la même manière? Je suis pas un expert particulièrement, hein, de ce secteur, mais j'imagine qu'il y a tout un tas de choses, peut-être d'indicateurs externes qui peuvent aussi être utilisés pour prévoir les besoins, comme la météo, les catastrophes climatiques, les éventuelles offres, demandes sur les marchés. Est-ce que justement, au niveau de la trésorerie, au niveau surtout des besoins de financement, vous suiviez un certain nombre de choses, de données externes qu'on ne retrouverait pas justement dans d'autres entreprises? Alors, je pense que ça se retrouve dans l'entreprise, mais c'est vrai que nous, ce qu'on mettait en place, c'était des directions financières dans chaque pays et après, tout au long de l'année, on avait des points réguliers pour savoir quelles étaient les prévisions de chaque pays. Et typiquement, au niveau de la trésorerie, un exemple assez commun, c'est de dire si on a des récoltes qui se font en Pologne avec du PLN, on va avoir un budget du taux de change au début de l'année. Si par exemple, on sait que la Pologne est plutôt vendeur qu'acheteur, on va prendre un budget vendeur et on va dire voilà quel est le taux de change. On va mettre des instruments en place à terme sur le marché. On va dire voilà on va couvrir je ne sais pas 30 ou 40% de notre besoin en change de l'année dès le début de l'année. Et progressivement, au fur et à mesure de ces problématiques de climat, de récolte, vis-à-vis de ce que nous disent les DAF en région, on va pouvoir progressivement ajuster ces problématiques de change en fonction de ce qu'on prévoit en termes de chiffre d'affaires. Voilà. Donc ça, c'est évidemment, on sait que les entreprises agroalimentaires sont très sujets à des variations de chiffre d'affaires qui sont dues au climat et peut-être que ça va s'accélérer dans les prochaines années. Je sais que j'avais lu qu'à peu près 4 entreprises sur 5 ont leur chiffre d'affaires, leur activité qui est en fait liée au climat indirectement ou indirectement. Mais c'est vrai que l'agroalimentaire est encore plus marqué par ça en fait. Donc voilà, ça impacte les trésoriers de manière importante. Ah oui, on peut facilement l'imaginer. Donc ça, c'était pour l'agroalimentaire. On peut passer peut-être sur le prochain secteur. Celui-ci aussi, j'imagine, est impacté par des éventuels imprévus et de la même manière que l'agroalimentaire, celui des matières premières. Est-ce que tu peux, pareil, expliquer un peu l'activité de cette entreprise dans laquelle tu travaillais et quel est son rapport justement aux matières premières? Alors nous, à l'époque, c'est toujours le cas, c'était de la vente de ferreux et non ferreux, donc principalement en Europe, vers des pays qui produisent en fait, grosso modo la Turquie, la Chine, tous ces pays qui sont plutôt asiatiques. Donc voilà, il y avait une grosse activité de recyclage et de vente de matières premières, ça peut être du cuivre, du laiton, voilà, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que les matières premières sont vraiment déjà à la base de l'économie, c'est-à-dire que sans eux, tu peux pas faire grand-chose. C'est pour ça qu'on vend tout en Asie pour qu'ils puissent produire ensuite. Nous, l'important, c'est que on avait un fort besoin en BFR, c'est-à-dire que quand on achète des matières premières pour les recycler, pour les vendre, eh bien, il faut évidemment financer ce BFR. Et donc auprès des banques, ce qu'on leur disait et ce qu'on avait mis en place, c'était un instrument financier qui s'appelle la borrowing base et qui permet en réalité de pledger sur du court terme des actifs. Donc ça
permet de pledger des créances qu'on a, des stocks et de la TVA. Grosso modo, toutes les semaines, on fait un rapport. Donc, tous les ans, on négocie un nouveau contrat, à peu près, ou tous les ans ou tous les 2 ans. Et ensuite, on leur dit, voilà, on va avoir un package de BFR qui va être, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais à peu près 100 ou 200 millions d'euros de BFR. Donc, ce qui est beaucoup, c'est pour ça qu'il faut le financer. Et ensuite, on dit, chaque semaine, on leur dit, voilà, on a tant de créances clients qu'on peut mettre en pledge, avec évidemment une décote qui, je sais pas, va être 60-70% à peu près de l'actif qu'on va garder in fine dans ce financement. Pareil, on va dire qu'on a des stocks qui sont sur place, qu'on va avoir une décote à 10%, donc on va prendre 90% de la valeur des stocks. Et donc, tout ce global-là va nous permettre d'avoir un financement uniquement court terme au niveau des banques. Et ça nous permet simplement de financer le BFR, mais c'est très important pour les entreprises en termes de matières premières. Et c'est ce qui permet en fait de couvrir simplement l'achat pour avoir des ventes ensuite en Asie. D'accord, donc ça, c'était le principal type de financement dont vous aviez besoin pour votre activité. Ça représentait quoi globalement à l'ensemble des financements du groupe? C'est un très gros morceau? Ouais, c'est un gros morceau et c'est très important encore une fois parce que c'est simplement la vie de l'entreprise. Dans ce type de marché aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a bien d'autres problématiques. Par exemple, simplement la problématique des leasings. Quand vous voyez qu'en réalité, pour transporter des matières premières, il faut évidemment employer des bateaux, ça peut être des camions. Et ça, évidemment, soit vous les achetez, soit vous les mettez en leasing. Évidemment, le leasing, c'est une forme de financement comme une autre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les banques sont assez friands de ce type de financement, mais selon le type d'actif. C'est-à-dire que clairement, vous allez prendre des bennes, parce qu'il finance aussi des bennes, même si le prix n'est pas très fort. La banque se dit, ouais, bon, moi, si demain votre entreprise tombe en faillite, comment je fais pour revendre la benne? Ça va être compliqué, enfin, ça va pas être simple. Par contre, revendre un camion, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent un camion. Donc, en fait, c'est assez facile. Et un camion, ça vaut facile 100 000 euros, hein, clairement. Donc, c'est aussi de la borrowing base pour le BFR, du leasing pour transporter les matières premières. Ce qui est important aussi, moi je sais que j'avais une anecdote sur le leasing, on avait essayé de faire un leasing sur des barges pour les fleuves, en fait pour simplement transporter des matières premières sur les fleuves en France. Bah, typiquement, financer une barge, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que simplement, si dans votre entreprise tombe en faillite, demain la banque, elle va se dire, oui, mais moi, à qui je vends cette barge, en fait? Donc, c'est très compliqué. Et moi, ce que je ne savais pas, mais que j'ai appris, c'est qu'en fait, une barge, quand vous la reprenez, nous, on l'avait repris, c'était pas déjà du neuf, mais en fait, ça peut vivre 25, 30, 40, 50 ans, en réalité. Sauf qu'après 25 ans, vous avez amorti la barge, en théorie. Après, vous dites à la banque, oui, bah, écoutez, la barge, elle est encore largement vivable, venez la voir. Pour qu'un banquier soit spécialiste d'une barge, c'est pas nécessairement très facile. Après, il faut la réimmatriculer, et ça, pareil, on l'immatricule, mais dans quel port? Enfin bref, c'est un peu la galère. Mais c'est tout ce type de financement qu'en fait le trésorier est en charge et doit faire vraiment pour optimiser le cash. Autre chose qui est aussi important dans notre métier des matières premières, c'est tout ce qui est garantie à première demande. C'est-à-dire que il y a des marchés qu'on passe avec des grandes entreprises. Bon, pour pas la citer, la SNCF qui par exemple revend leur train. Bah, un train, il y a beaucoup de matières premières, du ferreux et du non ferreux dedans. Donc les entreprises qui recyclent ça et qui revendent derrière le laiton, le fer, tout ça, sont très friands de ça et ça représente des marchés absolument énormes. C'est plusieurs millions d'euros, dizaines de millions d'euros. Sauf qu'en réalité, quand la SNCF vous dit OK, je vous vends notre train, qu'est-ce qui me dit qu'en fait vous allez jusqu'au bout de l'opération, quoi? C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre simplement un bout du train et puis qu'après vous allez tomber en faillite et que moi qu'est-ce que je fais du reste du train, etc. Donc on a besoin d'aller voir les banques et de leur dire bah voilà, c'est la SNCF qui nous demande ça. Hein. Donnez-moi une garantie à première demande qui va nous permettre d'être assuré que demain, si vous avez un problème financier, nous on sera financé derrière. Ça représente des sommes très importantes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les garanties à première demande, en réalité, c'est un chèque en blanc. Hein, faut être clair. Donc tout ça, ça sous-entend qu'en fait, l'entreprise qui fait ça doit avoir des relations bancaires qui sont vraiment excellentes avec ses banques. C'est-à-dire qu'il Parce que c'est dur à obtenir. Voilà, c'est pas facile à obtenir. Tous les trésoriers le savent en fait. Hein, il faut donner du side business aux banques pour qu'elles s'alimentent. Hein, c'est pas nécessairement en faisant des paiements tous les 4 matins qu'elles vont réussir à manger. Donc l'histoire, c'est leur donner un peu de side business. On leur dit, écoutez, nous on vous donne du leasing avec des camions qui sont relativement rentables. Vous nous donnez des garanties à première demande aussi qui vont nous permettre de faire de business. Tout le monde sera content et ça marchera comme ça. Et est-ce que ça réduit pas un peu le nombre de banques avec lesquelles on travaille? Alors, bon, comme tu le sais, tout ce qui est matière première, c'est vrai que c'est relativement sensible. On sait que BNP, il y a quelques années, s'était pris une amende très forte de la part des Américains parce qu'ils avaient utilisé du dollar pour des opérations qui étaient un peu grises, on va dire. Donc c'est vrai que les banques, quand on parle de matières premières, sont parfois un peu frileuses. Mais il y a encore beaucoup de banques qui financent des matières premières.
Les entreprises de matières premières travaillent avec beaucoup de banques en France et ailleurs. Mais évidemment, le fait, c'est d'avoir un panel de banques assez large pour essayer d'optimiser ça, sachant qu'on ne peut pas demander non plus à une banque d'avoir une exposition sur des garanties à première demande de 20 millions, 30 millions d'euros aussi facilement que ça. Il faut qu'ils aient un side business à côté, ce qui n'est pas évident. Oui, donc tu parlais de différents types de financement, dont des financements du BFR. Le financement du BFR, c'est un financement assez classique qu'on retrouve dans pas mal de secteurs d'activité. C'est peut-être une bonne manière de parler d'un autre secteur dans lequel tu as travaillé qui n'a pour le coup rien à voir avec ceux que l'on vient d'évoquer, qui est celui de l'audiovisuel. Donc, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit exactement? Oui, alors c'est vrai que la Boeing Base, c'est un instrument que j'ai utilisé dans une autre entreprise d'audiovisuel en France qui permet de pléger des actifs. Mais Alors, quel type d'audiovisuel exactement? alors, basiquement, nous, on fait de la production de films. Si je dois résumer en quelques phrases comment est-ce que se produit un film, c'est assez simple en réalité. Donc, il y a un choix de projet qui est fait par la société de production. Ensuite, on le propose à des distributeurs qui sont en Europe et dans le monde entier. Vous en avez aussi en Asie, évidemment aux États-Unis et dans d'autres, même en Amérique du Sud, tout ça. Donc, on leur propose aux distributeurs, on leur dit voilà, on a un projet, on a un scénario, on a des stars, on a voilà, etc. Voulez-vous financer ce film-là? Et en fait, ils vont préfinancer ce film-là, qui vont nous permettre un peu de lancer le projet. Et aussi d'avoir une sorte d'accord et de dire, voilà, si eux nous font confiance, en théorie, les banques vont nous faire confiance aussi. Donc, À quelle c'est hauteur simple. le préfinancement en général Non, le préfinancement est assez faible vis-à-vis du financement qu'on aura des banques, mais ça peut représenter quand même plusieurs millions d'euros. Après, voilà, c'est plus un effet d'accord, c'est-à-dire que si eux nous font confiance et s'il y a des gros distributeurs qui vous font confiance, ça veut dire que non seulement ils vont vous préfinancer, mais secondo, ils vont aussi vous distribuer. Et ça, c'est très important. Nous, on a des financements long terme derrière, après, qui vont tomber, qu'on a négocié notamment, et beaucoup, il faut le dire, avec des banques aux États-Unis, en Californie, parce que c'est là-bas aussi que tout se passe au niveau des films. Donc on finance ça aussi au niveau des banques classiques. Après, il y a des subventions qui se font au niveau français, spécialement français. Les autres pays, je connais moins, mais au niveau français, du CNC, avec des critères, je crois qu'il y a à peu près, si je ne dis pas de bêtises, une centaine de critères qui vont allouer des financements. Typiquement, si la langue est en français, si le réalisateur est français, etc. Enfin, évidemment, tout ça est très lié à la France. Donc ça vous permet aussi d'avoir des financements, des subventions que vous n'allez pas rembourser. Et tout ça, en fait, vous fait votre financement de film. Comment ça se passe après pour le financement des banques et pour le remboursement? C'est que ce que vous allez faire en vente dans les salles, et donc dans les salles que les distributeurs vous ont allouées, ça va servir de chiffre de base pour votre modélisation dans les futures ventes en VOD. C'est-à-dire que si vous faites une grosse semaine, et c'est pour ça que c'est très important en fait pour les films de faire une première grosse journée, les 2-3 premiers jours en général sont très très importants. Ça va vous permettre de modéliser correctement ce qui va se passer dans les semaines à venir et ensuite de ce qui va se passer en VOD. Pourquoi? Parce que simplement, une boîte de distribution va avoir les ventes en salle, mais ensuite peut revendre à d'autres tiers les ventes en VOD. Donc tout ça, ça permet de modéliser correctement et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui se passe en termes d'audiovisuel dans le monde, avec Netflix et même Disney+, et toutes ces plateformes en fait directement en VOD, ça pose problème parce qu'il n'y a plus de ventes en salle et donc la modélisation des ventes restructure un peu le marché et ces entreprises-là. Nous, ce qu'on fait, ce qu'on faisait, en tout cas comme moi j'y étais, c'est une borrowing base qui permet de justement financer ces créances en réalité. C'est-à-dire que voilà, on dit on a tant de VOD qu'on va vendre à Canal+, qu'on va vendre à Netflix, etc., etc. Et donc ça, on doit les recevoir de tel ou tel tiers, tel ou tel distributeur. Et donc on les met en pledge dans cette borrowing base. Donc la banque nous prête là-dessus et donc on leur donne des contrats, c'est totalement contractualisé. C'est-à-dire que on sait que Canal+ va nous vendre, va nous acheter tel ou tel film ou série et qui vont nous payer, je sais pas, dans 2 ou 3 mois. Évidemment, il y a une décote, comme sur l'entreprise qu'on a vue précédemment, et ça nous permet de financer en fait le BFR. C'est uniquement du court terme. Court terme, après, ça peut être 6 mois, ça peut être un an. C'est grosso modo la même chose. Donc c'est vrai qu'on voit que par rapport à ça, c'est assez similaire vis-à-vis de l'entreprise précédente de matière première. D'accord, ouais, ce raccourci est étonnant mais compréhensible. Et concernant en fait la relation avec les partenaires, donc ce qu'on comprend, c'est que les distributeurs, par exemple, sont des partenaires de premier plan. Toi, en tant que trésorier, est-ce que tu es en contact avec eux? Comment ça se passe en fait? Quelle particularité au quotidien en fait, le fait d'être trésorier dans une société de production de cinéma? Enfin, quelle est la particularité par rapport aux autres expériences que tu as pu avoir dans d'autres secteurs? En fait, ce qui est bien en tant que trésorier, je trouve, c'est aussi de s'investir un peu dans le core business. C'est-à-dire que d'essayer d'aller voir ceux qui sont vraiment dans le business en eux-mêmes, dans les deals. Et typiquement, nous, ce qu'on faisait, c'est que les sociétés à Hollywood et ceux qui sont en Californie nous proposaient, voilà, on disait, voilà, on a un financement, donc on signe un contrat globalement et on dit, voilà, vous pouvez tirer sur ce financement-là pour des projets de films, mais à ce moment-là, il faut que vous triez des CP, des conditions précédentes,
Et ces conditions précédentes, par moment, c'était compliqué à avoir. Typiquement, je me rappelle que pour libérer ce financement-là, pour ces films-là, il fallait montrer le scénario entier, le script entier, il fallait montrer le déroulement du tournage du film qui pouvait avoir lieu dans 3, 4 ou 5 mois, parce que les équipes techniques n'ont pas forcément. Je me rappelle une fois, il fallait montrer aussi la visite médicale de la star qui allait venir. Donc il fallait dire, voilà, oui, il a bien passé sa visite médicale, non, pas encore. On était bloqué parce qu'en fait, la star voulait pas y aller, elle avait un retard ou que ce soit, et donc voilà, c'était un peu galère. Donc ce genre de choses-là, en fait, demande au trésorier d'aller voir les équipes opérationnelles sur le terrain et de leur dire, voilà, file-moi le script, file-moi ce qui va se passer sur le tournage. Donc c'est pas évident, et ça, c'est un travail que doit faire le trésorier, mais je pense au quotidien, et pas que dans les entreprises d'audiovisuel, c'est d'être proche de l'opérationnel pour essayer de comprendre le business. Et ça, c'est important aussi dans l'approche des banques, en réalité. Typiquement, je me rappelle aussi sur ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent, enfin pas souvent, mais de temps en temps, des dépassements de budget. Donc ça, il faut que le trésorier soit au courant, parce qu'en réalité, il y a un budget qui va être alloué et qui est financé par la banque, mais s'il y a un dépassement de budget, il ne va pas nécessairement être financé par la banque. Donc ça, il faut qu'il pioche dans les réserves, il faut qu'il pioche sur du BFR qu'il a un peu provisionné. Dans l'audiovisuel, il faut savoir qu'à peu près, peut-être 15-20% du budget sera alloué à la pub. Voilà, je prends un exemple, sur un film de 100 millions d'euros, si vous faites moins de 15 ou 20 millions d'euros de pub, le film ne marchera pas. Et particulièrement aux États-Unis, où vous avez un grand pays, si vous avez un budget de pub qui est faible, et donc moins de 15 millions, 20 millions sur un budget de 100 millions, c'est faible, ça ne va pas marcher. Et étant donné que tout l'enjeu, c'est de vendre le film et que c'est très important que le film fonctionne, notamment en salle, il faut mettre de l'argent dedans. Or, les banques, en général, ne financent pas la pub. Donc, il faut le piocher dans le BFR, il faut le piocher dans les réserves, et ça, c'est quelque chose qu'on doit anticiper, et même presque négocier en réalité, parce que les opérationnels veulent toujours plus, évidemment, dépenser, et la trésorerie doit être un peu celui-là qui dirige et qui dit, voilà, non mais attendez, moi j'ai pas assez de cash pour ça, ou alors oui, peut-être dans un mois ou deux, quand on aura récupéré d'autres créances, c'est ce genre de choses-là qu'il faut aussi communiquer avec les opérationnels. D'accord, donc en fait, les budgets publicités sont forcément financés sur des réserves? Forcément, moi j'ai pas vu forcément tous les cas, mais je sais qu'à l'époque où j'y étais, oui, c'était financé par les réserves de l'entreprise. Ok, donc tout ça pour t'amener à ton rôle actuel dans un secteur beaucoup plus connu, on va dire, vu qu'il s'agit de l'hôtellerie. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu aujourd'hui quelle est l'activité dans laquelle tu as ton rôle? Oui, alors moi, ça fait depuis 2016 que je travaille donc pour l'entreprise qui est un franchisé Tu peux la Accor citer, hein. en majeure partie, ouais, Grap Hospitality. Ça fait maintenant 6 ans que je suis trésorier groupe dans cette entreprise-là. Nous, en fait, on dirige des hôtels avec les murs et les fonds de commerce, et donc on dirige aussi l'opérationnel, et on fait aussi de la gestion pour compte d'eux dans d'autres hôtels et auberges de jeunesse pour le compte de nos actionnaires. Voilà, comme tu le dis, c'est assez connu comme business. Et voilà, il y a quelques particularités, je pense, sur ce qu'on fait, parce que toutes les entreprises n'ont pas forcément les murs au fonds de commerce, parfois c'est soit l'un soit l'autre, nous on fait souvent les deux. Ça nous permet d'avoir un business qui est relativement fluide, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure sur les PGE, sur le Covid, qui nous a un peu sauvés. Ouais, donc justement, qu'est-ce que tu finances exactement? Quels sont les besoins de financement sur ce type d'activité? Alors, nous, on fait, j'ai envie de dire, presque que du prêt hypothécaire, puisque aujourd'hui, on a les murs et les fonds de commerce, donc on finance que de l'hypothécaire sur les murs. Et c'est un type d'emprunt qui, en réalité, est assez safe pour les banques. Alors, évidemment, en gros, quand tu finances un prêt de 10 millions d'euros, tu vas prendre une sécurité un peu plus forte de 10%, ce qui fait que la banque pourra toujours se sécuriser. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un prêt hypothécaire, il y a des valeurs d'expertise qui sont faites en général tous les 6 mois ou tous les ans pour sécuriser la banque. C'est-à-dire que régulièrement, la banque va savoir que l'actif n'a pas déprécié, ce qui est très important aussi, on l'a vu notamment lors de la crise du Covid. Et après, on prend ce qu'on appelle le LTV, donc le loan to value. Vous avez un loan qui, je ne sais pas, sera de 50 millions. Et bien, sur ces 50 millions, en fait, il faut que votre valeur d'actifs, donc en général les murs, ce 50 millions ne représente que 60%, 70%, 50%, ça va dépendre des banques, de votre valeur à date. Voilà. Donc on suit ça, ce qui donne vraiment une vraie marge en fait à la banque pour être sécurisé, et nous en fait pour avoir un leverage qui soit correct. D'accord. Et pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer? Qu'est-ce qui t'impacte le plus dans ton quotidien, mais aussi globalement par rapport à la mise en place de tous ces financements? Alors nous, on a la chance, en fait, on a un BFR qui est négatif, puisqu'en réalité, les clients arrivent, ils payent directement leur chambre, et ensuite, Ouais, la différence de les toutes les fournisseurs. activités que tu as connues avant. Ouais, voilà, exactement. Voilà, c'est ça. C'est que nous, on n'a pas de BFR à financer, parce que c'est un BFR négatif. Les clients payent, et nous, on paye les fournisseurs 30 jours ou 60 jours après. Donc c'est vrai que
Pour nous, ça c'est vraiment une chance. Donc, on ne finance que des acquisitions de manière globale. On peut financer aussi de la TVA quand on fait des acquisitions et on finance des CAPEX. Donc après, c'est vraiment une négociation avec les banques, c'est leur montrer qu'on a un BP, que le BP il est totalement réalisable, que le taux d'occupation dans nos chambres il soit correct, que la marque qu'on a aussi dans nos hôtels soit totalement viable et que ce soit visible. Donc ça, voilà. Après, moi, grosso modo, ce qui nous a un peu évidemment choqué ces 2 dernières années, c'est évidemment le Covid. Et pour en dire 2 mots, c'est vrai que ça n'a pas été simple pour tout le monde et principalement pour le monde de l'hôtellerie. Je sais qu'aussi il y a d'autres secteurs qui ont été très impactés comme l'aéronautique. Mais nous, l'hôtellerie a été très, très impactée. Je me rappelle qu'en mars 2020, tous nos hôtels en fait ont fermé parce que grosso modo, tous les pays en Europe, nous on est partout, on est quand même dans 8 pays en Europe, ont demandé la fermeture administrative ou en tout cas, c'était pas obligatoire, mais vu qu'il n'y avait plus de clients qui bougeaient, au bout d'un moment, on était obligé de fermer. Donc on les a fermés en totalité et après on les a réouverts 45 jours après quand progressivement ça c'est un peu revenu. Et c'est là en fait qu'on voit aussi l'utilité du trésorier, c'est-à-dire que c'est avoir un niveau de cash qui est suffisant ou alors avoir une situation d'endettement qui est suffisante. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de RCF en place parce que simplement, il faut aussi un sous-jacent derrière pour avoir une sorte de RCF ou c'est des négociations. Donc, on avait une situation cash qui était totalement confortable et donc on a pu amortir le choc le temps que les aides arrivent, le temps que le chômage partiel arrive, que les subventions arrivent. Donc voilà, on a passé la crise en fait. C'était pas tranquille, hein, mais on l'a passé de manière correcte. Là, on revient à un niveau en fait 2 ans après qui est un niveau quasiment de 2019. Donc voilà, et c'est là aussi où tout le trésorier en fait est vraiment utile. Je sais que nous, on a monté 4 PGE dans 4 pays différents. Donc il faut aller voir chaque banque, il faut aussi leur prouver qu'on est une entreprise qui est viable, hein, parce qu'à l'époque, personne ne savait ce qui allait se passer. Et c'est là que c'est important. Je sais que Accor Invest, hein, c'est totalement public, a levé 1 milliard de PGE, notamment grâce à Bruno Le Maire à l'époque. Donc c'est quand même très important pour nous de faire ça et d'avoir des accords avec les banques et des relations avec les banques qui soient des relations de confiance. Et je sais d'ailleurs que j'avais trouvé ça finalement quelque chose qui était assez vrai. J'en ai parlé autour de moi, bon, à voir, mais je sais que Frédéric Oudéa, à l'époque, il y a 2 ans, j'ai vu une interview de lui qui disait que les banques et les trésoriers ont sauvé le monde en 2020. Et évidemment, c'est un motif, mais je pense que c'est vrai. Je pense qu'on a tendance beaucoup à taper sur les banquiers et les trésoriers sont un métier qui en fait est très peu visible dans le monde de la finance et dans le monde des corporates de manière générale. Mais là, c'était un peu time to shine en fait. C'est-à-dire que je pense qu'au moment où on a besoin, au moment où il faut monter des financements en urgence, avec des lois qui sont très compliquées, parce que je pense que les banquiers, parfois, ne savaient même pas ce qu'ils signaient réellement, enfin, c'était très compliqué. Quand est-ce qu'ils allaient être remboursés, à quel prix, etc. etc. Et ben voilà, l'important, c'est d'avoir des relations de confiance avec les banques. C'est-à-dire que nous, on va les voir environ tous les 3 mois, tous les 6 mois, on leur montre ce qu'on fait, et quand il y a un problème, elles sont là. Et c'est simplement ça qu'il faut aussi montrer aux trésoriers qui commencent. En fait. Ouais, tout à fait. Non, mais la relation bancaire, en effet, a été un point important de la réussite, on va dire, des plans de sauvegarde et du maintien de l'économie durant et post-Covid. C'est vrai que tu illustrais la relation banque-trésorier, le contexte aussi réglementaire et la rapidité, la réactivité au niveau des changements de réglementation aussi a été aussi un des points clés parce que les banques et la mise en place des PGE a été faite relativement rapidement parce qu'il y a une réactivité aussi de ce côté-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais oui, en effet, la relation au banquier est vraiment un actif pour le trésorier, très clairement. C'est ce que tous les trésoriers disent et en pleine conscience, je pense. Pour rester dans cette thématique un peu des grands éléments qui ont impacté l'activité, donc toi, tu as connu différents secteurs, tu as connu, bien entendu, comme beaucoup de gens, le Covid, et maintenant l'impact actuel, qu'on n'est pas encore en mesure d'évaluer de manière complète de la guerre en Ukraine. Pour toi, tous ces grands changements, qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Qu'est-ce que tu vois comme modification au niveau du métier? Qu'est-ce que tu en retiens? Ou du moins, qu'est-ce que tu observes? Je pense que les banques, il y a 2 ans, enfin depuis 2 ans, en fait, se sont rendues compte que c'est très important aussi de s'intéresser au business des entreprises avec lesquelles elles travaillent. Alors, je ne dis pas que ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant, mais encore plus maintenant. C'est-à-dire que il y a des banquiers qui sont très intéressés, d'autres moins, mais c'est vrai qu'il faut aussi que les entreprises et les trésoriers qui sont vraiment en front line au niveau des banques, prennent le temps d'aller voir leurs banquiers et aussi au niveau du personnel. Pour moi, le trésorier, c'est simple, c'est celui-là qui est le trait d'union entre les personnels et les banques. Et c'est celui-là aussi qui est un peu l'image de l'entreprise vis-à-vis des banques. Donc, demain, s'il y a une crise, il faut pouvoir actionner tous les leviers possibles et imaginables pour essayer que l'entreprise, en fait,
résiste à la crise. Nous, demain, évidemment, on n'espère pas être impacté au niveau de la guerre en Ukraine. On ne sait pas si l'hiver prochain, il y aura une troisième crise, quatrième crise Covid qui va arriver. Et vous avez mesuré, par exemple, la clientèle russe, ou si jamais vous aviez un impact? Assez peu, parce que nous, on est positionné majoritairement dans des villes de province. On a quelques hôtels dans des villes, notamment à Vienne et à Rome. Je sais qu'à Vienne, il y a en effet quelques clients russes, ou en tout cas d'Europe de l'Est, qui viennent. Mais c'est vrai que relativement peu. Maintenant, évidemment, on prend le risque en amont. On essaie de regarder un peu ce qui peut se passer. Maintenant, typiquement, moi, je me rappelle très bien, et là, pour le coup, c'est une anecdote, c'est qu'en janvier 2020, ça faisait quelques mois qu'on est en train de négocier pour releverager un des loans seniors qu'on a sur Grab Hospitality. Donc là, on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros, avec des banques de taux importantes en France. Tout se passait très bien, tout était ouvert, et on était totalement confiant sur le sujet. Et je me rappelle que fin février 2020, bizarrement, pas grand monde s'inquiétait, honnêtement. Je me rappelle que l'Italie était un peu en crise, que ça commençait à fermer, mais pas grand monde s'inquiétait. Et là, les banques commençaient à dire, red flag, on arrête tout. Et moi, je me rappelle personnellement, mais je pense que la plupart des gens ont la mémoire courte, mais moi, je me rappelle personnellement, mais il y a rien, en fait. Faut arrêter de stresser pour ça, il y a vraiment rien. Et en effet, 15 jours après, la France fermait, tous les pays d'Europe fermaient, et en effet, on était à 2 doigts de closer un financement qui aurait pu, faire l'histoire, parce que ça aurait été juste avant le Covid. Mais comme quoi, il faut jamais croire que ça ne va pas arriver, et on n'est jamais trop près, en fait. C'est ça le sujet. Mais c'est pour ça que je pense que régulièrement, et nous c'est ce qu'on fait, vraiment, c'est tous les trimestres, tous les semestres, c'est ouvrir le kimono et leur dire voilà qui on est, voilà ce qu'on fait. Faites-nous confiance. Si vous avez besoin d'informations, on est là. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire. C'est d'être le plus près possible, même si on ne le sera jamais assez, mais c'est essayer de l'être. D'accord, ouais, donc jouer la transparence et la proximité. Voilà, et puis après, pour être clair, mais ça, je pense que tous les trésoriers le font, c'est regarder comment est-ce qu'au niveau comptabilité, tu peux faire aussi circuler le cash. Faut être clair. C'est-à-dire que quand tu as du cash quelque part et que tu en as besoin ailleurs, typiquement, je sais que si tu as un pays qui est en crise parce que l'Italie a fermé au début du Covid et que tu as du cash qui est en France, c'est comment tu fais pour transférer le cash de la France à l'Italie. Donc après, est-ce que c'est des conventions de compte courant qu'il faut mettre en place un peu en amont? Est-ce que c'est des diminutions de capitaux propres? Nous, je sais que Luxembourg, on a ce qu'on appelle le compte 115 qui permet de remonter plus ou moins facilement du cash. Donc ça aussi, c'est une part qu'il faut regarder avec la compta, et c'est être prêt, en fait, pour le faire assez rapidement. D'accord. On arrive à la fin de cette interview. Peut-être pour terminer, est-ce que tu pourrais, si tu devais t'adresser aux jeunes qui veulent aujourd'hui devenir trésoriers, leur donner un ou deux conseils d'un trésorier expérimenté sur comment aborder cette carrière et quels sont pour toi les points importants? Ouais, alors moi je pense que c'est d'abord un problème d'opportunité, c'est ce que je disais au début de notre entretien. C'est simplement essayer de rencontrer des trésoriers, groupes. Moi j'en ai rencontré beaucoup dans ma vie. Et c'est généralement des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui sont aussi très curieux, parce qu'en fait, il faut essayer de l'être. Et après, moi, le conseil que je donnerais, c'est simplement que selon le business dans lequel vous allez évoluer, vous n'aurez pas le même type d'instrument financier que vous allez utiliser. Et ça ne sera pas sur la même durabilité en réalité. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais sur la borrowing base, vous allez avoir des rapports qui vont être quasi sur la semaine, sur les 2 semaines. Donc c'est quelque chose qui va être très rapide et sur lequel il va falloir travailler très régulièrement. Et puis là, sur le real estate ou sur l'hôtellerie, c'est des financements qui durent parfois 10 ans, 7 ans, 10 ans. Donc c'est pas la même façon de travailler en réalité. Après, pareil sur le change, est-ce que vous êtes en zone euro, pas en zone euro. Le métier de trésorier est très divers, très diversifié, et donc il faut essayer de savoir le mieux, je pense, c'est de travailler dans beaucoup de boîtes différentes et essayer de comprendre comment ça marche. Ça donne aussi beaucoup d'imagination et de créativité, je pense. Oui, comme tu viens d'en témoigner. Écoute, merci beaucoup Romain. Merci pour ton témoignage, et je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Si vous avez aimé ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en le partageant sur LinkedIn et en suivant la page du podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, et à très bientôt pour un nouvel épisode.